Les attaques visant des Israéliens se sont succédées tout au long de cette journée. Plusieurs civils blessés, Jérusalem, Petah Tikva et dans le sud du pays. À chaque fois, les terroristes ont pu être neutralisés. Les affrontements également entre manifestants et palestiniens et soldats israéliens, comme ici à Bethel. La Russie passe à la vitesse supérieure en Syrie, tir de 26 missiles de croisière depuis des navires postés en mer Caspienne aujourd'hui. Des cibles de l'État islamique ont notamment été visées. Et puis Nadine Morano et ses propos sur la race blanche examinés en ce moment par la commission d'investiture des Républicains. Elle n'a pas envoyé de lettre d'excuse et devrait donc logiquement être privée de l'investiture pour les prochaines régionales. Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. On pensait que la tension allait retomber après que Israéliens et Palestiniens et chacun fait part de leur désir d'éviter toute escalade. Mais aujourd'hui a été marqué par toute une série d'attaques anti-israéliens. Des Israéliens blessés, à chaque fois des terroristes qui ont pu être neutralisés. C'était le cas il y a encore quelques instants à Petah Tikva, tout près de Tel Aviv, où nous irons dans un instant. Mais on va tout d'abord se rendre à Jérusalem, là où nous attend Maxime Pérez, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Maxime. Avec vous, le bilan d'une journée marquée donc par toute une série d'attaques. Absolument, autant ces dernières 48 heures avaient été marquées par une série d'heures extrêmement violentes entre les forces de sécurité israéliennes et des jeunes lanceurs de pierres palestiniens en Cisjordanie, autant les événements de la journée ont marqué un tournant avec, on peut le dire ce soir, cette vague d'attentats au couteau, à l'arme blanche dans des villes israéliennes. Ce matin, ici même à Jérusalem, mais pour la première fois dans une grande ville du sud du pays, à Kiryat Gat, près de la localité de Hébron, et dans le centre du pays tout à l'heure, à Petah Tikva. Évidemment, la police israélienne dans tout le pays qui a élevé son état d'alerte et qui, ce soir, ne veut toujours pas parler d'intifada, mais d'une vague d'attentats. Pour l'instant, ici à Jérusalem, la situation est calme, mais on constate un impressionnant déploiement de forces de police tout autour de la vieille ville de Jérusalem. Et pour vous dire à quel point la situation est extrêmement volatile, tout à l'heure dans le quartier palestinien d'Abou Tor, à Jérusalem-Est, eh bien, un jeune lanceur de pierres s'est approché de policiers en possession d'un couteau. Il s'apprêtait à en faire usage. Il a été immédiatement arrêté. Cette situation inquiète beaucoup la population ici. Le maire de la ville également, Nir Barkat, qui a déclaré que demain les écoles de Jérusalem resteront fermées. Alors Maxime, évidemment préoccupation aussi pour le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui devait se rendre en Allemagne et qui a annulé son déplacement parce qu'il est évidemment concerné par ce qui se passe. Oui, le Premier ministre israélien qui dit que son pays, Israël, se trouve en pleine confronté à une vague de terrorisme palestinien, mais il dit aussi qu'Israël a connu pire dans le passé, peut-être en référence aux attentats suicides de la seconde intifada, qui étaient bien plus meurtriers que ces attaques au couteau, qui pour l'instant sont perpétrées par des loups solitaires, des Palestiniens, pour la plupart qui travaillent en Israël, parfois des travailleurs illégaux, comme ce fut le cas tout à l'heure à Petah Tikva, mais en tout cas évidemment beaucoup de vigilance et ce message de détermination exprimé par le Premier ministre israélien pour endiguer cette vague de terrorisme. Et puis à côté de ça, il faut le signaler Jean-Charles, c'est important, les autorités israéliennes, l'armée notamment, qui s'attellent à essayer de calmer la situation sur le terrain. Tout à l'heure, le coordinateur de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens, Yoav Mordechai, s'est fait interviewer par l'agence de presse palestinienne MAN. Il a lancé un appel au calme en disant qu'Israël n'était pas intéressé par une escalade en Cisjordanie, qu'Israël n'avait pas l'intention de faire changer le statu quo sur le mont du Temple, malgré l'affluence extrêmement importante de fidèles juifs dans la vieille ville au cours de la semaine de Sukkot. Et puis il y a eu aussi ces déclarations de l'armée israélienne qui sont tout de même réservés sur la situation actuelle et qui disent que cette vague de violence qui touche donc Israël et la Cisjordanie, si elle devait perdurer, pourrait encourager les factions palestiniennes à reprendre les tirs de roquettes contre le territoire israélien.
Merci Maxime Pérez en direct de Jérusalem. On va revenir maintenant en images donc sur les événements de cette journée et donc les premières attaques qui avaient démarré très tôt ce matin à Jérusalem, mais aussi en Cisjordanie, avec à chaque fois donc des blessés. Récit signé Joseph Emmanuel. C'est au compte-gouttes que la police israélienne laisse passer les riverains. La tension ne baisse pas dans la vieille ville de Jérusalem. Ce matin, une Palestinienne de 18 ans annonce sur des réseaux sociaux qu'elle veut mourir en tuant des Israéliens. Elle sort de chez elle quelques heures plus tard, se jette sur un Israélien, le poignarde dans le dos. L'homme réussit à sortir son arme et blesse l'assaillante. Policiers et secouristes arrivent très vite sur les lieux. Oui, malheureusement, dans ces dernières semaines, le Magen David Adom, les services de secours israéliens sont dans toute la ville de Jérusalem prêts à un état d'alerte assez élevé pour réagir et sauver des vies ici en Israël et à Jérusalem précisément. C'est la deuxième attaque au couteau en 4 jours, des attaques contre des juifs au cœur de la vieille ville de la capitale israélienne. Samedi, un jeune Palestinien avait poignardé 2 jeunes rabbins. Les 2 sont morts. Aaron Benita, sous les yeux de sa femme et de leur enfant de 2 ans, également blessés dans l'attaque. Toujours aujourd'hui, un peu plus tard dans la matinée, autre scène de violence. Nous sommes près de Beth Saour, en Cisjordanie. Ils sont 20 Palestiniens à surplomber une route. Une voiture passe. Des dizaines de pierres sont lancées. Touchée, l'Israélienne au volant arrête son véhicule. L'un des hommes tente d'extraire la femme, mais elle se débat, fait tomber l'assaillant et réussit à s'enfuir. Au même moment, un habitant juif d'un village alentour tire en direction de la foule. L'un des hommes est blessé. Depuis l'hôpital, la jeune femme raconte face caméra. J'ai été touchée, j'ai vu qu'il y avait d'autres voitures, mais pas d'autres blessés. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Une attaque terroriste qui, selon les forces de sécurité israéliennes, aurait pu prendre la forme d'un lynchage ou d'un enlèvement. Les attaques ne cessent d'augmenter à Jérusalem comme en Cisjordanie, mais également dans des endroits moins attendus. Dans le courant de l'après-midi, une 3e attaque a pris place à Kiryat Gat, loin des lignes de tension. Un Palestinien de 24 ans, originaire de Hébron, réussit à passer la frontière. Il monte dans le bus 369 et se jette sur un soldat, se saisit de son arme avant de poignarder le jeune soldat à l'aide de ciseaux. Le bus s'arrête et le terroriste se réfugie dans un bâtiment voisin. Une unité d'intervention entre dans le bâtiment. On entend des coups de feu. Le terroriste est abattu. Et puis donc, on vous le disait il y a un peu moins d'1 heure maintenant, cette fois tout près de Tel Aviv, à Petah Tikva, eh bien, nouvelle attaque au couteau. On va retrouver d'ailleurs sur place Julia Ganancia. Julia, bonsoir. Que s'est-il passé là où vous vous trouvez ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'agitation autour de vous, Julia. Que s'est-il passé il y a 1 heure? Tentative d'attaque au couteau. Vous le voyez sur ces images, juste derrière moi, beaucoup d'agitation. Maintenant, ce soir, des dizaines de personnes se sont rendues ici, à l'endroit même où il y a eu l'attentat cet après-midi. Ils sont des dizaines à s'être rendus ici de manière spontanée et ils scandent des messages. Bibi, démission, Bibi, réveille-toi. Le sang juif ne peut plus couler en vain. Mort aux Arabes aussi, c'est en tout cas ce que nous avons entendu ici. On sent que les esprits sont très... Excusez-moi, on sent qu'il y a beaucoup d'actions, que les esprits sont très échauffés. Ce soir, je vous rappelle les faits, c'était aux alentours de 18h30, ici même, devant le plus grand centre commercial de Petah Tikva. Un homme est sorti d'un bus avec un couteau, il est originaire de Hébron, il aurait une 30aine d'années, et il s'est attaqué à un juif ultra-orthodoxe de 25 ans. Il l'a blessé au ventre, l'homme a été neutralisé par des personnes qui étaient autour de lui, et puis par des policiers. Aujourd'hui, à cette heure-ci, en tout cas, je peux vous dire que l'homme qui est blessé est dans un état léger et il est à l'hôpital à quelques dizaines de mètres d'ici. En tout cas, ce soir, évidemment, le spectre d'une 3e intifada est dans de nombreux esprits. On l'a vu, on l'a entendu et je vous rappelle donc une petite manifestation qui s'est organisée de manière spontanée avec des discours et des slogans très durs.
Merci Julia Ganancier en direct donc de Petah Tikva. Et puis c'est vrai que cette vague de violence s'était propagée dès hier soir jusque dans les quartiers sud de Tel Aviv et dans le quartier arabe de Jaffa, Yafo, où des émeutes ont également éclaté, faisant 6 blessés parmi les policiers israéliens. Une manifestation en signe de soutien aux événements de Cisjordanie et en soutien avec les Palestiniens, organisée par un mouvement islamiste dont on va parler dans un instant. Mais tout d'abord le récit de Myriam Aman. Des heurts entre forces de police et manifestants. Même scène qu'en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est. Sauf que cette fois, c'est à Yafo, à quelques minutes seulement de Tel Aviv. Une manifestation de soutien à la mosquée d'Al-Aqsa qui a dégénéré. Des hommes cagoulés ont lancé des pierres sur les forces de l'ordre. 5 policiers ont été blessés. Un bus a également été la cible de caillassage. Selon des témoins, les passagers ont échappé à un lynchage grâce à la présence d'esprit du chauffeur qui les a rapidement évacués du véhicule. Après de longues minutes de violence, la manifestation a été concentrée dans un parc de Yafo, puis dispersée. Le calme est enfin revenu. L'incident n'a duré qu'une heure, mais il est symptomatique de la colère qui gronde dans la population arabe israélienne. Alors justement, qui sont ces Arabes israéliens qui se révoltent et qui donc répondent à l'appel d'un mouvement islamiste? Daniel Haïk, bonsoir. Ce mouvement islamiste qui est toléré en Israël, ça peut étonner effectivement. C'est un mouvement tout à fait légal, le mouvement islamique israélien, c'est un mouvement qui est en fait le pendant israélien du Hamas, dont l'idéologie est puisée auprès de celle des frères musulmans égyptiens. C'est un mouvement qui s'est scindé, et c'est important, en 1996, en 2 branches. La branche sud, qui est la branche, on va dire, la plus modérée, dirigée par un homme qui s'appelait Mahmoud Nimer Darwish, qui était un modéré et qui était favorable et aux accords d'Oslo et à l'entrée de ce mouvement à l'intérieur de la classe politique israélienne, donc à la participation des Arabes israéliens aux élections. La branche nord, qui est la plus radicale, est dirigée jusqu'à ce jour de manière spirituelle, on va dire, par le cheikh Raed Salah, qui est d'une certaine manière, lui, totalement opposé non seulement aux accords d'Oslo, mais aussi à l'État d'Israël en tant que tel, et il refuse, donc il appelle les Arabes israéliens à ne pas participer aux élections législatives. Et donc, on peut dire que d'une certaine manière, Raed Salah, c'est en fait le grand meneur, le grand incitateur. Lorsque la classe politique israélienne accuse Mahmoud Abbas d'être l'incitateur des dernières émeutes sur le mont du Temple ou en Judée et Samarie, eh bien, c'est une manière, on va dire, polie pour les responsables politiques d'accuser Mahmoud Abbas. Mais en fait, le véritable responsable, le grand incitateur, c'est Raed Salah. Raed Salah, c'est un homme qui est, on peut le qualifier d'anti-juif primaire, virulent. C'est un homme qui refuse l'existence de l'État d'Israël, qui refuse la présence du peuple juif sur la terre d'Israël. Il refuse par exemple même de reconnaître que le mur occidental appartient au peuple juif. Donc on n'est pas du tout seulement dans le mont du Temple ou sur l'esplanade des mosquées, mais c'est lui qui orchestre il a été condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine, pour insultes envers des policiers. Et c'est lui qui orchestre ce qui se passe sur le mont du Temple depuis plusieurs années. Il a brandi l'étendard de la défense de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est lui qui orchestre tout ce qui se passe autour des mouvements Morabitoun et Mourabitat dont on a parlé au cours des dernières semaines, qui ont été mis hors la loi par le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon. C'est lui qui finance via le Qatar les militants qui insultent les visiteurs juifs lorsqu'ils montent sur le mont du Temple. C'est le personnage central, et Benyamin Netanyahou ne s'y est pas trompé. Hier, il a demandé à la justice israélienne, à la ministre de la Justice, de voir dans quelle mesure on pouvait mettre hors la loi ce mouvement, essayer de recadrer un peu l'activité du mouvement islamique israélien. Je crois que dans n'importe quelle démocratie occidentale, on aurait du mal à considérer qu'un mouvement comme celui-là est un mouvement légal, mais c'est le cas pour l'instant encore en Israël aujourd'hui. Alors, quel est son impact sur les Palestiniens de Cisjordanie cette fois? Parce que s'il est responsable effectivement d'événements comme ce qui s'est passé hier à Jaffa, est-ce qu'il a aussi un impact sur ce qui se passe en Cisjordanie? Alors c'est très intéressant par rapport à Jaffa. L'empreinte de Raed Salah est présente partout, pas seulement sur le mont du Temple. En Galilée, elle est très présente, et aussi à Jaffa, puisque par hasard, c'est un scoop que m'a confié notre ami Ali Waked, eh bien Raed Salah était à Jaffa avant-hier. On ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas impossible qu'il ait voulu inciter ses militants à provoquer les émeutes auxquelles on a assisté au cours des derniers jours, en particulier hier soir. Maintenant, effectivement, le mouvement islamique israélien, la branche
nord radical a des contacts avec le Hamas, c'est la même idéologie, et ce sont des contacts extrêmement étroits, et même le mouvement vire de l'argent qu'il reçoit du Qatar au Hamas directement, au Hamas, soit dans la bande de Gaza, soit en Judée et Samarie, donc des contacts assez fermes, assez clairs entre les deux mouvements. Et on va voir justement que la tension n'est pas retombée non plus en Cisjordanie avec ce qui s'est passé aujourd'hui tout près de Ramallah, à Beit El, lors d'une manifestation d'étudiants palestiniens. Jet de pierre, soldats israéliens qui ont riposté et arrestation de meneurs palestiniens grâce à des éléments israéliens infiltrés. Récit en images, Joseph Emmanuel. Ces images semblent celles d'une scène banale en Cisjordanie. Nous sommes à Beit El, à 10 km au nord de Jérusalem. C'est aujourd'hui la journée de la colère pour ces dizaines d'étudiants palestiniens de l'université de Birzeit. Ils lancent donc des pierres sur des soldats de Tsahal, postés à une cinquantaine de mètres. Tout s'accélère après quelques minutes et tout devient confus quand 5 lanceurs de pierres se détachent du groupe, braquent des armes vers leurs amis. On entend des tirs de sommation pour faire reculer la foule. Ces hommes en armes ne sont en fait pas des Palestiniens, mais des Israéliens. Ils font partie d'une unité spéciale de Tsahal. Les soldats d'en face ne tardent pas à venir leur prêter main forte pour ramener l'un des lanceurs de pierres. L'armée n'a pas encore communiqué sur cette opération. Des opérations en général préparées de longue date pour capturer une personne spécifique, liée d'une façon ou d'une autre à des mouvances terroristes. 3 Palestiniens ont été blessés dans cette opération. L'un d'eux le serait sévèrement. Tous ont été embarqués à bord d'ambulances de l'armée israélienne. Les Palestiniens accusent régulièrement Israël d'envoyer dans les manifestations des membres de leurs forces de sécurité, des soldats déguisés en manifestants et parlant parfaitement l'arabe pour procéder à des arrestations. Voilà, image spectaculaire, Daniel Haïk, ce qu'on vient de voir, mais ce sont des scènes qui ont lieu régulièrement. On connaît cela depuis le début de la première intifada. C'est l'une des leçons qui ont été tirées par les forces de sécurité israéliennes au moment du déclenchement de la première intifada. Ce sont des soldats qui sont effectivement déguisés en arabe et qui surprennent, qui se mêlent à la foule et qui repèrent les leaders de l'émeute, qui les surprennent, qui les arrêtent, et en espérant que cela disperse la manifestation. C'est l'un des moyens des forces de sécurité israélienne pour essayer de ramener le calme. C'est la preuve que d'une certaine manière Israël n'utilise pas à outrance, on va dire, les armes à feu, mais essaye par tous les moyens de démanteler le cœur du problème, c'est-à-dire les incitateurs, les principaux incitateurs. Merci Daniel Haïk. On revient sur les conséquences politiques de cette situation dans une quarantaine de minutes, avec effectivement la coalition de Netanyahou qui pourrait se retrouver en danger face donc à ces menaces sécuritaires. La Syrie à présent, c'était aujourd'hui l'anniversaire de Vladimir Poutine, 63 ans, et en guise de bougie, eh bien, il semble que le président russe ait choisi d'envoyer pour la première fois une salve de missiles de croisière depuis des navires russes stationnés en mer Caspienne sur des cibles syriennes. Maël Benoliel. Hier par les airs, aujourd'hui par la mer, la Russie et Vladimir Poutine sortent le grand jeu pour soutenir l'armée syrienne de Bachar al-Assad, qui a lancé ce mercredi une vaste opération terrestre dans le centre de la Syrie. 26 missiles de croisière ont été tirés depuis 4 navires russes positionnés au large de la mer Caspienne. Les missiles ont parcouru les 1500 km qui les séparaient de leur cible pour frapper des positions de l'organisation État islamique. C'est en tout cas ce qu'affirme le président russe. Plus de 112 cibles appartenant à des forces d'opposition auraient été frappées depuis le début de l'intervention russe. Mais certaines cibles posent problème, et notamment au Premier ministre turc qui remet en cause les intentions de la Russie et qui a demandé à ce que l'espace aérien de son pays soit respecté. Ces frappes aériennes ne sont pas menées contre l'État islamique. Selon mes informations, seulement 2 frappes sur 57 auraient été menées contre le groupe terroriste. S'il y a un combat contre Daesh, nous pouvons le mener ensemble, mais si ces frappes sont menées contre des forces d'opposition modérées ou contre des civils près de la frontière turque et que cela déclenche un nouvel afflux de réfugiés, là nous avons un problème et il faut en discuter. Des propos corroborés par Ashton Carter, le secrétaire américain à la Défense. Pour les États-Unis, les cibles visées par la Russie ne sont pas les bonnes.
Malgré ce qu'ils disent, nous n'avons pas accepté de coopérer avec la Russie tant qu'ils continuent à poursuivre une stratégie erronée et à frapper ses cibles. Dans le même temps, Vladimir Poutine a affirmé que François Hollande lui avait proposé l'idée d'unifier les efforts de l'armée du régime de Bachar al-Assad et de l'armée syrienne libre, principal groupe armé modéré bien que très affaibli qui combat le président syrien et qui est soutenu par la Turquie. Mais cette proposition n'a jamais eu lieu selon l'entourage du président français, pour qui l'avenir de la Syrie passe par le départ de Bachar al-Assad. Voilà les frappes militaires russes en Syrie. On en reparle dans une vingtaine de minutes avec des experts ici même en studio. Médecins sans frontières demande la mise en place d'une enquête internationale après le bombardement de son hôpital par l'armée américaine. Cela se passait à Kunduz en Afghanistan le week-end dernier. 22 personnes ont été tuées. Les États-Unis ont exprimé leurs regrets et il semble bien que les règles d'engagement n'aient pas été respectées par ces soldats. Myriam Aman. Les excuses américaines ne changent rien, ni l'annonce d'une enquête interne. Médecins sans frontières ne décolèrent pas. L'ONG réclame une enquête internationale indépendante sur les frappes menées par l'aviation US contre l'un de ses hôpitaux à Kunduz, en Afghanistan. Pour MSF, ce raid qui a coûté la vie à 22 personnes était plus qu'une attaque contre un hôpital. Ce n'est pas juste une attaque contre notre hôpital. C'est une attaque contre les conventions de Genève. Et ça ne peut être toléré. Des dizaines de milliers de personnes à Kunduz ne peuvent plus bénéficier de soins médicaux au moment où ils en ont le plus besoin. Aujourd'hui, nous disons ça suffit. Même en temps de guerre, il y a des règles. Médecins sans frontières pointe du doigt les contradictions dans les versions livrées par les États-Unis. Lundi, le général américain John Campbell, patron de la mission de l'OTAN en Afghanistan, a affirmé que le bombardement avait été mené à la demande des forces afghanes. Mais mardi, il changeait de version. La décision de lancer des frappes aériennes était une décision américaine prise au sein de la chaîne de commandement américain. Un hôpital a été frappé par erreur. Nous ne frapperions jamais intentionnellement une installation médicale protégée. Les frappes aériennes de l'OTAN en Afghanistan sont au centre d'une controverse. D'un côté, les organisations humanitaires dénoncent les dommages collatéraux et la mort de nombreux civils dans ces raids. D'un autre côté, ces frappes s'avèrent capitales pour l'armée afghane dans sa contre-offensive pour reprendre Kunduz aux talibans. Alors en ligne avec nous depuis la Suisse, Thomas Nierle, qui est l'un des dirigeants de Médecins sans frontières. Bonsoir. Pour vous, il ne fait aucun doute que les Américains ont commis une bourde, une bavure avec ce bombardement, qu'il n'y avait pas de cible terroriste aux alentours? Bonsoir. Pour nous, c'est clair qu'il s'agit au moins de négligence extrêmement grave et au pire d'un crime de guerre commis par l'alliance militairement active en Afghanistan. Est-ce que vous êtes signalé, est-ce que votre présence était connue justement des forces militaires de l'OTAN? Bien sûr, dans tous les pays en conflit ou en travail, les coordonnées sont d'une manière répétée transmises aux parties au conflit et aux parties civiles. Donc la dernière fois qu'on a envoyé nos coordonnées de l'hôpital de Kunduz à la fois à l'armée américaine et aux militaires afghans, c'était le 29 septembre, donc 5 jours avant le raid aérien, qui a coûté à 22 personnes la vie, et dont 12 personnes des personnels MSF. Merci pour ce témoignage en direct, Thomas Nierle. Je rappelle que vous dirigez Médecins sans frontières en Suisse. La politique des migrants et l'Europe a été trop longue à réagir. C'est ce qu'ont reconnu tout à l'heure au Parlement européen et Angela Merkel et François Hollande. Écoutez. L'Europe s'est employée à sauver des vies, d'abord, à lutter contre les filières criminelles grâce aux opérations Frontex. Mais je le reconnais bien volontiers, l'Europe a tardé à comprendre que les tragédies au Proche-Orient ou en Afrique ne pouvaient pas être sans conséquences pour elle. L'Europe n'a pas mesuré l'espoir qu'elle suscite. L'Europe n'a pas prodigué avec suffisamment d'ampleur l'aide à des pays qui pourtant accueillaient dans des camps des populations toujours plus nombreuses.
Voilà, François Hollande cet après-midi donc au Parlement européen. Voilà qui nous amène à la politique en France avec en ce moment même une réunion très attendue du comité exécutif des Républicains, le mouvement de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Léa Berdugo. Bonsoir Jean-Charles. C'est évidemment le cas Nadine Morano qui est à l'étude après ses propos évidemment qui ont fait polémique sur la race blanche. Exactement. Alors elle n'a pas présenté d'excuses pour ses propos sur la race blanche. La conséquence est donc lourde. Eh bien, elle va dans les prochaines minutes être exclue de la liste pour les Républicains en Meurthe-et-Moselle. La décision va être actée par la Commission nationale des investitures du parti. Nicolas Sarkozy a en ouverture de la commission déclaré qu'il proposait le nom de l'ancienne députée Valérie Debord pour remplacer Nadine Morano. Car, eh bien, Nicolas Sarkozy se devait de trancher. S'il n'écartait pas Nadine Morano, eh bien le chef de file pour les régionales dans le Grand Est, Philippe Richer, menaçait de quitter le navire. Il avait donné sa démission au président des Républicains. Si Nadine Morano était maintenue, a-t-il dit, eh bien lui et tous les membres de son équipe démissionneraient. Alors on a bien vu évidemment que Nicolas Sarkozy voulait à tout prix éviter une crise ouverte dans son parti. Exactement, le président des Républicains a cherché à éviter l'explosion. Il a proposé à plusieurs reprises à Nadine Morano de s'excuser. Elle a toujours refusé, eh bien, en déclarant que personne ne la ferait renier le général de Gaulle. Alors même s'il a essayé de rattraper le coup, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas laisser passer de tels propos extrêmement gênants pour le parti. Car même si le candidat à la primaire des Républicains cherche à séduire les électeurs du Front National et les électeurs les plus à droite eh bien, de son parti, la députée européenne a semble-t-il été trop loin pour lui. C'était il y a quelques jours. Mais je veux que chacun maîtrise son vocabulaire. Je ne laisserai pas caricaturer le projet des Républicains. C'est un projet pour tous les Français. Quelle que soit leur couleur de peau, quel que soit leur statut, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quels que soient les choix politiques qu'ils ont faits, nous avons besoin de tous nos compatriotes pour redresser la France. Je ne suis pas à la tête d'une secte. Alors Nicolas Sarkozy, qui tient à conserver son image de républicain, a donc dû se distancier des propos de son ancienne protégée, car un sondage montre que 60% des Français trouvent que cette affaire Morano est un signe que l'ancien président court derrière les électeurs du Front National. Merci Léa Berdugo, donc décision attendue d'un instant à l'autre, mais qui ne fait aucun doute à présent. On va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant pour évoquer le cas Air France qui continue de susciter beaucoup de réactions en France alors que l'enquête se poursuit elle aussi pour tenter d'identifier les auteurs des violences de dimanche et puis bien sûr retour sur la vague d'attentats qui secoue Israël depuis ce matin. À tout à l'heure. Série d'attaques visant des Israéliens tout au long de cette journée. Plusieurs civils blessés à Jérusalem, Petah Tikva et Kiryat Gat. À chaque fois, les terroristes ont pu être neutralisés. Affrontement également toute la journée à Beit El, tout près de Ramallah, entre l'armée israélienne et des manifestants étudiants palestiniens. La Russie passe à la vitesse supérieure en Syrie, tire de 26 missiles de croisière depuis des navires postés en mer Caspienne aujourd'hui. Des cibles de l'État islamique ont été notamment visées. Et puis le cas de Nadine Morano, étudié par la commission d'investiture des Républicains actuellement après ses propos sur la race blanche en France. Elle ne sera pas investie pour les prochaines régionales après avoir refusé de s'excuser comme le lui demandait Nicolas Sarkozy. L'enquête sur les violences commises dimanche dernier contre 2 dirigeants du groupe Air France aurait permis d'identifier plusieurs suspects, des syndicalistes, mais pas seulement, car l'opération aurait, semble-t-il, été préparée en amont. Une affaire qui continue en tout cas d'agiter la classe politique en France. Julia Ganantia.
Le conflit chez Air France déborde sur le terrain politique et les réactions s'enchaînent sur la scène médiatique. Chacun de leur côté, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy ont donné le top départ pratiquement au même moment. Ce mercredi, le Premier ministre a réaffirmé son soutien total à la direction. Le chef du gouvernement, en baisse dans les sondages et sur un faux plat politique depuis quelques semaines, a retrouvé son ton direct et sans concession qui a fait sa popularité auprès des Français. L'État soutient la direction. Nos représentants ont voté d'ailleurs comme l'ensemble des membres du conseil d'administration, y compris le représentant des pilotes, y compris le représentant des salariés, le plan de réforme qui a été présenté par les présidents d'Air France-KLM et d'Air France. Cela doit se faire dans le dialogue social et tout le monde doit revenir autour de la table. Une fermeté affichée qui n'a toutefois pas satisfait le président du Parti des Républicains. Empêtré dans l'affaire Morano, Nicolas Sarkozy a saisi l'occasion pour se retourner contre le gouvernement en dénonçant la chienlit et le délitement de l'État lors de la réunion du groupe parlementaire de droite mardi. On n'est pas en 1793. On ne peut pas accepter que deux dirigeants soient au bord de se faire lyncher par des hommes en tenue de syndicalistes, avec des syndicats qui ont pignon sur rue et qui ont tous appelé à voter pour Hollande en 2012. Au PS, comme chez les écologistes, tous déjà bien occupés par leurs affaires de parti, personne n'a cependant remis en cause le ton ferme de Manuel Valls. Seul Jean-Luc Mélenchon a nettement tranché avec l'unanimité. D'accord, il y a des images de violence, mais il y a surtout une violence que l'on ne voit pas. C'est celle des gens qui sont condamnés à la mort sociale parce qu'ils n'ont plus leur emploi, qui sont traités comme des pions, des balayeurs de l'entreprise aux pilotes. La justice a ouvert une enquête sur les agressions ayant visé lundi 2 dirigeants de la compagnie aérienne. Une vingtaine de personnes, dont une dizaine impliquées directement dans ces incidents, ont été identifiées. Parmi elles, 2 pilotes et des salariés ayant des mandats syndicaux. Alors, peut-on renouer le dialogue social dans une entreprise quand des scènes de violence telles que celles que l'on vient de voir se sont déroulées? On est en ligne avec Bernard Vivier, qui est directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir. Bonsoir. Ça arrive souvent, ce qu'on a vu là dimanche à Air France. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du paysage social? Ce qui s'est passé est extrêmement rare. Par contre, la médiatisation a été très forte et l'image donnée par notre pays est celle où un pays serait celui de violence, ce qui n'est pas du tout la réalité. Les chiffres sont là, les statistiques, les conflits du travail diminuent d'année en année en France, et en revanche, la négociation, les accords d'entreprise ou de branches professionnelles grandissent. Mais alors là, ce qui va maintenant se passer, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rasseoir finalement autour d'une table rapidement des personnes qui viennent de s'affronter tel que cela s'est passé dimanche? Comment on procède? Il faut la nomination d'un médiateur comme l'a proposé Ségolène Royal aujourd'hui? Non, probablement pas. N'oublions pas que ce qui s'est passé n'est pas un acte voulu par les organisations syndicales. D'ailleurs, 3 d'entre elles au moins ont condamné ces violences, la CFDT, Force ouvrière, la CFE-CGC, la CGT qui est devenue minoritaire, qui était autrefois la première organisation, qui n'est plus la première organisation, a exprimé une certaine compréhension du mouvement. Mais en fait, c'est un mouvement de foule. Alors certainement, l'enquête montrera qu'il y avait eu une préparation à caractère syndical, mais le syndicalisme, c'est pas la violence. Le syndicalisme, c'est la négociation. Et donc, on le sent aujourd'hui comme hier. Si la situation de la compagnie Air France est très difficile, la sortie de cette situation difficile, c'est la négociation. Aujourd'hui, les événements se sont un peu enflammés. Il faut attendre un petit peu de temps, mais il n'y a vraiment pas besoin d'un médiateur. Il y a, côté syndical comme côté direction, une maturité, une capacité à négocier qui n'a pas besoin de médiateur extérieur. Est-ce qu'on est dans la même situation, Bernard Vivier, qu'à l'époque, on se rappelle du conflit des dockers en France? Il y a des professions comme ça, ou des entreprises qui n'aiment pas les grandes réformes et qui se battent jusqu'au bout pour l'empêcher. Est-ce que c'est pour vous le même genre de situation? Alors, sur le fond, oui. Sur l'expression, non. Les conflits de dockers étaient des conflits soutenus par des appareils syndicaux qui voulaient maintenir leur monopole sur la situation de l'emploi, sur les embauches, sur les avantages sociaux. Et cette situation perdure encore, notamment à Marseille. Et là, il ne s'agit pas de conflits préparés pour maintenir des avantages sociaux. Par contre,
il y a un sentiment assez général dans cette entreprise qui est d'origine publique. N'oublions pas que cette entreprise, c'est une ancienne entreprise publique dont le patron, la gouvernance était le gouvernement français, l'État. Et aujourd'hui, c'est une entreprise où l'État n'a que 16% des actions et 17% des droits de vote. Donc c'est une entreprise comme une autre, confrontée à la mondialisation du transport aérien, et donc condamnée à s'adapter, à se redéployer ou à disparaître ou à être rachetée. Nous avons par contre des réflexes anciens de maintien des avantages acquis, un peu comme dans la fonction publique en France, où l'esprit de caste, l'esprit de corps est toujours très fort et où on pense que l'État va pouvoir donner des réponses à tous, ce qui n'est pas le cas. Merci pour cet éclairage, Bernard Vivier. Je rappelle que vous dirigez l'Institut supérieur du travail. Alors justement, parmi les parties prenantes à ces négociations et à ce conflit, le SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne d'Air France, sa secrétaire générale Véronique Damon est en ligne avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous avez été choqué, j'imagine, par ce qui s'est passé dimanche. Comment on peut se relever d'un tel climat? Qu'est-ce que vous proposez, vous, ce soir, pour repartir sur un autre pied avec la direction? Alors, il se trouve que je suis élue au CCE, donc j'étais présente lors de l'intrusion des personnels dans la salle. Bon, c'était visiblement attendu, c'est-à-dire que les gens n'étaient pas placés comme toujours au CCE. Le CCE, c'est un peu comme le Parlement. Chacun a sa place, et ce jour-là, la direction s'était déplacée de manière à pouvoir être proche d'une sortie. Donc effectivement, les événements étaient attendus parce que la tension dans l'entreprise est palpable. Elle est due, je pense, à une communication anxiogène que nous subissons, salariés d'Air France, depuis des années maintenant. Et au bout d'un moment, eh bien, je crains malheureusement que cette anxiété, ce stress, ne doivent s'exprimer. L'annonce de 1900 licenciements, effectivement, a été un déclencheur. Une fois encore, ça ne justifie pas la violence qui a eu lieu. Ça peut l'expliquer au moins en partie. Mais est-ce que c'est vrai que finalement chacun veut préserver ses avantages? On dit par exemple que les pilotes que vous représentez ne veulent pas qu'on touche à leurs avantages et qu'il y a de l'immobilisme qui est en train de tuer cette entreprise. Est-ce que vous partagez cette analyse? Parce que certains le pointent du doigt aujourd'hui. Alors, les pilotes, je pense, ont fait déjà ces dernières années beaucoup d'efforts. Il faut savoir que nous avons, par exemple, une paye qui est liée à l'activité. Lors de la crise de 2009, eh bien, la plupart d'entre nous ont vu leur paye chuter de 10-15%. C'est automatique. Personne ne s'est mis en grève, personne n'a réagi. C'est normal. C'est notre partie de... C'est notre part du jeu, notre participation à l'effort de l'entreprise quand l'entreprise en a besoin. Nous avons fait beaucoup d'efforts aussi, ainsi que tous les salariés d'Air France, lors du précédent plan, qui s'appelait Transform 2015, qui a été mis en œuvre il y a 3 ans maintenant. Le but, gagner 20% d'efficacité économique. Tout le monde dans l'entreprise a fait des efforts, enfin presque tout le monde. Si vous regardez, sur les 2 dernières années, les salaires des dirigeants ont augmenté, de 10%. Bon, à un moment donné, on a l'impression que la direction actuelle d'Air France n'a pour seul levier d'action pour améliorer sa performance économique que de toucher aux conditions de travail, aux conditions de salaire de ses employés. Pour les pilotes, nous sommes relativement au fait de ce qui se passe au sein des compagnies européennes et puis au sein des compagnies mondiales. Nous avons à l'heure actuelle des pilotes chez Air France qui quittent Air France pour aller travailler dans les compagnies du Golfe ou dans les compagnies asiatiques parce que les conditions qui sont offertes y sont meilleures. Nous avons une compagnie sœur, KLM, avec laquelle nous sommes liés dans une holding, Air France KLM. Les pilotes de KLM sont prêts à faire des efforts. La seule chose, c'est que les efforts qu'ils se proposent de faire dès maintenant sont des efforts que nous faisons depuis longtemps. En termes d'âge de départ à la retraite, ils ont repoussé leur âge de départ de 56 à 58 ans. Nous l'avons repoussé de 60 à 65 ans. En termes d'heures de vol travaillées, ils ont augmenté leur nombre d'heures mensuelles de 80 à 81 heures. Nous pouvons voler 85 jusqu'à 90 ou 95 heures par mois, selon les secteurs. Donc à un moment donné, il faut comprendre que les pilotes d'Air France, en tout cas, sont dans une moyenne européenne. Ils sont peut-être mieux disants pour certaines choses, moins disants pour d'autres, mais clairement nous sommes dans une moyenne européenne et nous sommes un métier qui est habitué à s'adapter. Nous avons changé de méthode de travail. Assez d'efforts pour vous en tout cas, c'est ce que vous nous dites ce soir, Véronique Damon. Merci en tout cas, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du SNPL, le syndicat national des pilotes de ligne d'Air France. Une nouvelle campagne choc en France contre les filières djihadistes dans ce pays qui compte le plus d'habitants recrutés partis faire le djihad en Syrie. Eh bien, on a fait appel aux parents de ces jeunes pour témoigner et prévenir d'autres situations similaires. Chloé Demoulin. Près de 10 mois après les attentats de Paris, la France cherche toujours des solutions pour endiguer la menace terroriste.
et notamment empêcher le départ en Syrie ou en Irak des candidats français au djihad. Depuis la mise en place d'un numéro vert en avril 2014, plus de 3000 signalements d'aspirants djihadistes ont été enregistrés par les autorités. Parmi eux, 23% sont des mineurs, majoritairement des jeunes filles. Nous intensifions la politique préventive autour du contre-discours à travers les clips qui sont aujourd'hui diffusés, qui mettent à contribution des familles éprouvées et qui envoient à nos jeunes qui ont la tentation de basculer vers d'engagement terroriste un message très fort de ne pas le faire. 3 parents et un frère ont accepté de témoigner, dont Véronique. Son fils de 22 ans est parti en Syrie. Il part en Allemagne et puis de l'Allemagne il ne revient pas. Et on a su qu'un mois après où il était. Et il est en Syrie. On ne sait pas précisément où il est, ce qu'il fait. On ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le ramener. C'est horrible parce que moi, je voudrais le prendre dans mes bras. Je peux plus. Je peux plus l'embrasser. Plus d'une vingtaine de médias et sites internet vont diffuser ces spots gratuitement dans les prochains jours. À cela doit s'ajouter également des mesures concrètes qui seront dévoilées le 13 octobre. Au menu, l'expulsion des prêcheurs de haine ou encore des interdictions de sortie du territoire. Voilà qui nous ramène donc à la Syrie et aux frappes militaires russes dont on vous parlait tout à l'heure, et notamment ces salves de missiles de croisière tirés aujourd'hui depuis des navires russes qui étaient positionnés en mer Caspienne. On va en parler avec 2 experts militaires. Bonsoir Patrick Béthane. Vous êtes expert au centre interdisciplinaire d'IDC Herzliya, donc tout près de Tel Aviv. Bonsoir à vous Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de Tsahal. Alors Patrick Béthane, la Russie aujourd'hui qui passe au tir de missiles. On a l'impression que les Russes font plus là en une semaine que l'ont fait les Occidentaux depuis un an. C'est une fausse impression? Je crois qu'il y a une stratégie russe qui est très intelligente. Et l'avenir de Assad et la guerre contre Daesh n'est pas l'intérêt, c'est seulement un prétexte. Ce que la Russie veut, c'est montrer au monde quel sera le nouveau shérif. La Russie comprend ce qu'on comprend en Israël aussi, que Obama est faible. Et donc, dans ce vacuum, s'il est capable de résoudre ce problème, il aidera l'Europe, donc il aidera le problème des réfugiés. En tant qu'expert militaire, je pense qu'il est capable de faire ça. Je pense qu'il est temps de passer à ces attaques d'une manière bien plus dure, et dans le futur aussi des attaques terrestres. Et je pense que les soldats russes sont capables de faire ce travail. Le message, c'est que ce que la Russie peut faire, 60 pays de la coalition américaine n'ont pas été capables de faire. Bon, sachant qu'il y a aussi une offensive terrestre menée par Assad aujourd'hui et le Hezbollah, donc tout ça est coordonné, ça redonne finalement du poids à Assad, cette intervention russe. Beaucoup de poids, même sur le plan international où il était décrié, même les Européens, même François Hollande qui était très contre, qui dit encore vouloir voir Assad quitter le pouvoir. Aujourd'hui, les gens se calment parce que il y a personne en face. C'est-à-dire, ok, on enlève Assad et on met qui? Malheureusement, en face, dans l'opposition syrienne, il n'y a personne qui soit capable de mener un gouvernement et donc de mener la Syrie. Et il reste donc plus qu'une personne, Assad, dans le tiroir, dirons-nous, pour prendre la Syrie en main après une éventuelle un cessez-le-feu ou une guerre. Et donc les Russes jouent ce jeu-là. C'est aussi le jeu des Iraniens. Et c'est là que ça devient très dangereux parce que les Russes ont un agenda, comme vous l'avez dit, global, international, de faire la police au Proche-Orient. Ils ont des intérêts aussi en mer Méditerranée, dont on parlera peut-être, qui sont extrêmement importants. Mais il y a l'intérêt iranien. Et là, c'est l'axe chiite, c'est la création de l'axe chiite de Téhéran à la porte d'Israël qui est en train de se créer grâce aux Russes. Alors, je donne juste cette information et qu'on développera dans quelques instants, évidemment, cette nouvelle attaque à l'arme automatique près de Jérusalem. Des premiers éléments dans un instant avec nos envoyés spéciaux qui vont sur place. Pour ce qui est donc de cette intervention russe, les Turcs disent les Russes ne visent pas l'État islamique, c'est très dangereux parce qu'ils s'en prennent à tous les rebelles. C'est dangereux vraiment, à votre avis, que les Russes ne s'en prennent pas spécifiquement à l'État islamique ?
Ce n'est pas dangereux. Avec la Turquie, c'est problématique. Elle est contre tout le monde, contre Israël, contre le monde, contre la Russie. Et je crois que ce que la Russie a fait, c'est tactiquement intelligent aussi. Ils sont rentrés dans cette région. Ils commencent à réchauffer leurs armes. Et au fur et à mesure, ils réussiront dans ce qu'ils veulent faire. Et je pense que l'intérêt russe est vraiment l'élimination de Daesh. C'est un intérêt économique, c'est un intérêt politique, et ce qui fait que je pense qu'on peut faire confiance à Poutine. On fait confiance à Poutine. Israël fait confiance à Poutine, semble-t-il, puisqu'il y a des réunions en ce moment même à Tel Aviv entre les deux états-majors. On est bien obligé. Nous, ça nous arrange dans la mesure où nous avons, pour une fois, une vraie force qui s'intercale entre nous et toute cette guerre civile. Donc, que ce soit Assad, que ce soit Daesh, nous sommes plus en sécurité si les Russes sont là, dirons-nous. Et en plus, pour l'instant, au sud de la Syrie, il y a vraiment une zone tampon, parce qu'il y a encore des rebelles qui tiennent cette zone-là. Il y a une tête de pont d'Assad qui est pas loin, mais dans l'ensemble, on a même un double tampon. Donc on a les rebelles, les Russes à Damas. Tout ça éloigne de nous, dirons-nous, la guerre civile, les tirs justement de missiles, etc., qui vont dans tous les sens en ce moment et qui vont finir par se croiser d'ailleurs. C'est là ce qui est à craindre. Donc une collision entre des avions, par exemple américains et russes, où ça devient extrêmement dangereux. Il y a beaucoup de monde là qui s'agite et une coordination qui est absolument nécessaire. Et je crois que les Russes vont s'arranger avec les Américains aussi pour éviter un accident, parce que c'est vite arrivé. Alors, je voudrais votre avis également sur une autre inquiétude des Occidentaux, qui est celle de voir arriver un jour l'arme nucléaire aux mains de l'État islamique. En tout cas, il semble que la police américaine ait réussi avec son homologue moldave à démanteler une tentative vouée justement à ce projet, avec les explications tout de suite d'Océane Nicole. Des trafiquants moldaves de mèche avec l'État islamique, c'est du moins ce qu'a évité le FBI en collaboration avec les autorités moldaves en démantelant 4 filières de vente d'armes et de matériaux radioactifs. Depuis des mois, ce marché noir de matériaux serait en plein essor en Russie et il trouve facilement preneur auprès des groupes terroristes. À plusieurs reprises, des trafiquants ont été arrêtés par les forces de l'ordre avant livraison de ces armes à l'EI. Césium ou encore uranium, autant de produits chimiques qui pourraient aider à la préparation de charges radioactives susceptibles d'augmenter dramatiquement le nombre de victimes au cours des attaques de l'EI en Syrie ou en Irak. Une menace inquiétante qui était envisagée il y a 1 an déjà. L'État islamique avait annoncé dans un futur proche être en mesure de se procurer des armes nucléaires. Doté de milliards de dollars, Daesh pourrait éventuellement commercer illégalement avec le Pakistan, mais une telle transaction serait malgré tout difficile à réaliser. Une intimidation de la part de l'État islamique qui reste malgré tout inquiétante aujourd'hui. Voilà donc pour cette tentative avortée. Heureusement, ça c'est le cauchemar absolu, on va dire, des services secrets, de voir un jour l'État islamique disposer d'armes nucléaires. C'est le cauchemar de tous les pays, oui, surtout que c'est très problématique. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles c'est important que la Russie soit forte en Syrie, c'est que ces armes nucléaires, ces armes biologiques ne passent pas des groupes extrémistes. Ce qui fait que c'est un intérêt commun, non seulement israélien, américain, européen, et je pense que c'est un danger qui est vraiment réel. Ouais. En fait, nous avons aussi arrêté, découvert 2 filières en Russie avec de l'uranium et des matériaux proches. Donc, c'est pas encore, ils en sont encore à leur enquête, mais ils ont trouvé effectivement 2 filières qui traitaient avec Daesh et apparemment effectivement de matériel en tous les cas non conventionnel ayant rapport au nucléaire, mais aussi au chimique et au biologique.
il est évident que Daesh s'arme en pillant les entrepôts des Irakiens, des Syriens. Ils l'ont fait plusieurs fois. À plusieurs reprises, on n'a pas su qui avait mis la main, parce qu'il y a 2 entrepôts en Syrie qui ont été dévalisés avec des armes chimiques. Et on ne sait toujours pas laquelle des groupuscules, est-ce que c'est l'armée syrienne libre, Al-Nusra, Daesh, qui a mis la main, mais il manque des missiles chimiques aujourd'hui dans les entrepôts syriens qui sont passés aux mains des rebelles de l'autre côté. Bon, en tout cas, on peut dire que les Russes se protègent également en intervenant aujourd'hui, parce que c'est une menace pour eux aussi, finalement, l'État islamique. C'est une menace pour les Russes et une menace pour l'Europe. Ce qui fait que le renforcement de la Russie, le renforcement contre Daesh, c'est exactement ce qui protégera l'Europe, parce que l'Europe n'est pas prête. Israël est prête, les Américains sont prêts, les Russes sont prêts, les Européens ne sont pas prêts à des scénarios d'attaque avec des armes radiologiques. Merci Patrick Béthane, merci Raphaël Jérusalemi pour cet éclairage sur la Syrie. On reviendra dans un instant sur les événements sécuritaires autour de Jérusalem. Mais tout d'abord, ce match qualificatif de football pour la Coupe du Monde qui pose un vrai problème à la FIFA. C'est la Palestine qui doit recevoir l'Arabie Saoudite, mais les Saoudiens ne veulent pas venir jouer en Cisjordanie et les Palestiniens, eux, ne veulent pas jouer sur terrain neutre. Maël Benoliel. Un simple match de football pour les uns, un match impossible à jouer pour les autres. Un véritable casse-tête pour la FIFA. Prévu le 13 octobre prochain, le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 opposant la Palestine à l'Arabie Saoudite a été reporté à une date ultérieure. Une décision prise par le controversé Sepp Blatter, toujours président de la plus haute instance du football mondial, après avoir reçu dans son bureau le président de la Fédération palestinienne de football, Djibril Rajoub, ainsi que son homologue saoudien, Ahmed Eid Al-Kharbi, au siège de la FIFA. Un match retour après la victoire à l'aller de l'Arabie Saoudite, 3-2, qui devait se jouer en Cisjordanie. Et c'est bien là le problème. L'Arabie Saoudite a même invoqué un cas de force majeure pour demander que cette rencontre se déroule sur terrain neutre. Un terrain neutre qui n'obligerait pas les Saoudiens à se soumettre aux contrôles israéliens pour rentrer en Cisjordanie. L'accès au territoire palestinien étant strictement contrôlé par Israël, alors que l'Arabie Saoudite n'entretient aucune relation diplomatique avec l'État hébreu. Pour le patron du foot palestinien, en revanche, la décision de la FIFA est un précédent dangereux et impossible à accepter à aucune condition. Il y a tout juste un mois, l'équipe de Palestine a joué son premier match qualificatif pour un mondial à domicile, en recevant alors les Émirats arabes unis dans le stade d'Al-Ram, près de Jérusalem. Une rencontre historique soldée par un match nul 0-0. Retour donc à l'actualité sécuritaire. Après la série d'attaques dont on vous a parlé tout à l'heure, eh bien, il semble que cette série ne soit pas terminée ce soir. 2 nouveaux événements signalés tout près de Jérusalem. On retrouve Maxime Pérez sur place. Maxime, 2 tentatives, 2 attaques encore signalées ce soir. Écoutez, à notre connaissance, pour l'instant, une tentative d'attaque à la voiture bélier sur une route reliant la localité, l'implantation de Ma'ale Adoumim à la ville de Jérusalem. Un conducteur palestinien a tenté de forcer un barrage de la police israélienne. Il a tenté d'écraser un policier. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu en direction de la voiture et auraient sérieusement touché le conducteur, donc cet assaillant palestinien. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Voilà ce que je peux vous dire, Jean-Charles. Bon, pas de confirmation de l'autre fait signalé, c'est-à-dire des tirs à l'arme automatique visant une voiture là aussi du côté de Ma'ale Adoumim, Maxime ? Écoutez, d'après les informations qui sont évidemment encore partielles, il s'agirait d'un seul et même incident qui se serait donc déroulé en périphérie de Ma'ale Adoumim. Il est vrai que des habitants et les premiers secours qui ont été alertés ont rapporté des tirs. C'est le message qui a été transmis immédiatement aux secouristes. Les gens ont pensé à une nouvelle attaque à l'arme automatique, mais il semble qu'il s'agit de ce même véhicule palestinien qui a pris la fuite après avoir tenté d'écraser un policier palestinien et qui a été neutralisé assez rapidement par d'autres policiers en faction qui l'ont donc grièvement blessé.
Voilà donc précision effectivement de Maxime Pérez, une seule donc tentative et pas de bilan. En tout cas, il semble que l'attaque ait été avortée. On rappelle que tout à l'heure à Petah Tikva, cette fois tout près de Tel Aviv, eh bien c'est un Palestinien venu de Hebron qui avait poignardé un Israélien devant un centre commercial. L'Israélien a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Et puis le terroriste avait pu être maîtrisé donc par plusieurs passants avant d'être conduit par les policiers en détention. On évoque à présent cette nouvelle mesure décidée par les Européens. La phase de surveillance de la mer Méditerranée entre dans une phase active, car cette fois, il y a la possibilité d'arraisonner les navires de trafiquants qui conduisent ces fameux migrants d'Afrique vers l'Europe. Les précisions tout de suite d'Océane Nicole. Après 3 mois d'observation, les forces navales européennes passent enfin à l'action. Le but, suivre les passeurs et les trafiquants, les arrêter et saisir leurs navires. Comme vous le savez, nous serons capables de monter, fouiller, saisir les bateaux dans les eaux internationales. Les personnes suspectées d'être des trafiquants seront arrêtées et transférées aux autorités italiennes, comme c'est déjà le cas durant ces premières semaines de l'opération. À la mi-septembre, l'Union européenne avait approuvé le recours à la force contre les passeurs opérant majoritairement avec la Libye. Phase 1, le renseignement. 20 bateaux d'escorte de migrants, 17 Libyens et 3 Égyptiens ont déjà été identifiés, mais les militaires n'avaient pas pu intervenir. Depuis ce mercredi, ils ont donc les mains libres. Toutefois, l'opération reste limitée car elle ne peut se faire que dans les eaux internationales au large de la Libye. Pour d'éventuelles opérations dans les eaux libyennes, il faudra attendre le feu vert des Nations Unies et des autorités libyennes, ce qui est encore loin d'être acquis. 6 bâtiments de guerre européens, dont un français, sont actuellement en place pour lutter contre ces trafiquants de migrants. Dans les jours à venir, 3 nouveaux navires viendront compléter ce dispositif. 4 avions et plus de 1300 militaires sont également attendus. Dans un instant, nouveau journal complet présenté par Daniel Atlan avec évidemment nos envoyés spéciaux sur le terrain et les dernières attaques perpétrées contre des Israéliens. À tout à l'heure. Alors, retour du Grand Direct et on va évidemment en lien avec les événements qui se déroulent actuellement en Israël et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, série d'attaques visant des civils israéliens ou des soldats comme ce soir et nous le relatait il y a quelques instants Maxime Pérez tout près de Jérusalem où un barrage a été forcé, tentative en tout cas d'écraser avec une voiture bélier plusieurs soldats, le terroriste qui a finalement été maîtrisé. Tout cela évidemment pose question quant à la coalition actuellement mise en place par Benyamin Netanyahou. On a vu que les critiques émanaient essentiellement de l'intérieur de cette coalition. Cette coalition est-elle en danger ce soir alors que la situation sécuritaire se tend? On va en parler avec nos invités dans un instant. Je salue Laurent Sigé, bonsoir. Bonsoir. Pour le parti Yesh Atid. Et puis Benjamin Nashkar, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Likoud et président de la section francophone de ce même parti. Alors, Dror Evan Sapir, bonsoir à vous. Bonsoir. Avec vous tout d'abord, eh bien, la question évidemment qui peut se poser ce soir, est-ce que la coalition politique mise en place par Netanyahou est en danger avec ce qui est en train de se passer? Personnellement, je ne le crois pas, même si les pressions exercées par cette même aile droite de la coalition, pour résumer d'une manière un petit peu succincte, par le parti Habak Yehudi, le foyer juif, le parti de Naftali Bennett que l'on voit derrière vous sur l'écran à côté de Benjamin Netanyahou. Donc ces pressions sont très fortes et c'est d'autant plus compréhensible en quelque sorte que si on revient un petit peu en arrière, donc à l'époque des dernières élections législatives, eh bien Benjamin Netanyahou était parvenu, et c'est ce qui explique en grande partie son succès avec les 30 mandats qu'avait obtenu son parti, le Likoud. Netanyahou était parvenu à capturer de très larges pans de cet électorat du parti du foyer juif, du parti sioniste religieux qui avait baissé d'une manière assez considérable. Et donc cet électorat qui a fait la victoire de Benjamin Netanyahou, eh bien il exige une politique plus sévère, une politique de plus grande répression envers les émeutiers palestiniens et une politique de construction dans les implantations israéliennes, une politique plus large de construction dans les implantations israéliennes. Et pour l'instant, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, refusent
d'obtempérer à ces exigences. Au contraire, même, on a nettement l'impression que la politique sécuritaire et que les consignes sécuritaires données aux forces de sécurité israéliennes, eh bien, sont des consignes de retenue et d'ailleurs, le nombre relativement bas tout de même de morts et de blessés palestiniens parmi les émeutiers tend à prouver effectivement eh bien, que les militaires ont reçu pour consigne de ne pas avoir la main trop légère sur la gâchette. Alors est-ce que Netanyahou justement réagit de manière adéquate? Parce qu'on a entendu tout à l'heure à Petah Tikva, c'était net, des manifestants très hostiles au Premier ministre en lui disant maintenant ça suffit, le sang a fini de couler. Est-ce que sa réaction est appropriée? Écoutez, Benjamin Netanyahou n'a pas intérêt à un embrasement généralisé. Et d'ailleurs, c'est une constante dans l'histoire politique de Benjamin Netanyahou, qui a cette réputation d'être un monsieur sécurité, monsieur antiterroriste. Il a toujours fait preuve d'une très grande prudence dans l'usage de la force, contrairement d'ailleurs à l'image de marque qu'il peut avoir à l'étranger. Benjamin Netanyahou a été très prudent. On s'en rappelle d'ailleurs l'an dernier, lors de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, l'opération Bordure Protectrice, eh bien, dans les premiers temps, très nettement, Benjamin Netanyahou, qui là aussi d'ailleurs, à l'époque était soumis aux pressions de l'aile droite de sa coalition, Naftali Bennett avec Avigdor Lieberman à l'époque, eh bien Benjamin Netanyahou avait longuement hésité à donner le feu vert à l'armée pour les premières incursions dans la bande de Gaza. Donc un Benjamin Netanyahou très prudent et qui sait qu'un embrasement généralisé lui serait fatal politiquement, même si encore une fois les pressions venant de son aile droite et aussi de l'intérieur de son propre parti, le Likoud, sont très fortes, sont de plus en plus fortes. Mais un exemple, pas question de nouvelles implantations, aucune nouvelle construction n'a été annoncée suite à la vague de violence, contrairement, encore une fois, à ce qu'exige son aile droite. Et je vous rappelle que des ministres de son propre gouvernement ont pris part à la manifestation devant la résidence officielle du Premier ministre il y a quelques jours, manifestation organisée par le Conseil des implantations de Judée-Samarie, de Cisjordanie. Alors justement, c'est vrai que c'est assez étonnant comme attitude de voir des ministres d'un gouvernement manifester contre leur Premier ministre en pleine situation de crise. Selon vous, il doit changer ou pas de coalition, Benjamin Lashkar, Netanyahou, ou est-ce qu'il doit garder la même actuellement ? On doit garder la même, on est dans un système parlementaire extrêmement complexe, extrêmement, j'allais dire, bordélique, excusez-moi du terme, en Israël. C'est pas le système français où un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. C'est un système de coalition où chacun cherche à tirer la couverture à soi. C'est pas nouveau, on a l'habitude, et il n'y a rien pour l'instant qui justifie vraiment de changer la coalition. Peut-être élargir la coalition, c'est avec plaisir, parce que 61, c'est assez difficile de fonctionner. Je pense surtout aux ministres qui, eux, d'être dans leur ministère, sont obligés d'être constamment à la Knesset pour voter. C'est absolument insupportable pour le travail des ministères. Je ne pense pas, par contre, qu'il y ait besoin de changer la coalition, et je fais confiance au gouvernement pour régler la situation, avec quand même une certaine interrogation sur ce qui va se passer. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans la situation qu'on a eue pour un second intifada, quelque chose que j'ai vécu, d'autres gens ici ont vécu, et c'était assez dur. On a vécu, avant l'opération, je ne sais plus comment elle s'appelle en français, Ramat Magen, Rempart, on a passé 1 an et demi terrible d'attentats avant que le gouvernement se mette à réagir. Il faut faire très attention de ne pas embraser la situation, et dans une situation un peu tendue, où effectivement il ne faut pas du tout jeter de l'huile sur le feu et faire des choses qui justifient ensuite la vague de violence de l'autre côté. Par contre, il ne faut pas non plus être trop faible et laisser s'embraser la situation d'elle-même. Il faut avoir une politique juste qui permette de contenir les flammes. Mais si jamais elle s'embrase, alors il faut agir tout de suite et casser tout de suite cette intifada pour éviter 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'attentats, de guerres, de morts et de catastrophes économiques. Alors, cette coalition, elle vous semble armée pour la situation ? Elle me semble excellente. C'est ce que le peuple a voulu, c'est ce que le peuple doit avoir. Lorsqu'on demande aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités, il faut également mettre le peuple devant ses responsabilités. C'est la coalition qui est sortie des élections, c'est la coalition qui doit gouverner. Néanmoins, avant toute chose, je voudrais quand même présenter mes condoléances aux personnes qui ont été, aux membres de la famille des personnes qui ont été assassinées ainsi qu'aux blessés de ce soir, parce que nous vivons une tragédie, effectivement, une tragédie sécuritaire. Pour Monsieur Sécurité, qui n'amène en aucun cas la sécurité, le gouvernement a perdu tout à fait le contrôle de la situation. Nous sommes devant un gouvernement où ses ministres et ses députés de sa propre coalition, je ne parle même pas de vous avez dit que la coalition, nous sommes dans un système de coalition, c'est vrai, mais les gens qui ont été manifestés contre le Premier ministre sont des gens du Likoud. Tzipri Chotobeli, elle n'est pas d'un autre parti que le parti du Likoud. C'est quand même, c'est pas une question de coalition, c'est une question de tradition israélienne, la il n'y a pas de tradition, c'est une très mauvaise tradition. De plus, je vous rappelle que sur les 30, depuis 77 jusqu'à aujourd'hui, sur 38 ans, vous avez 32 ans gouverné seul. Donc si vous n'êtes pas content du système, c'est absolument n'importe quoi, mais c'est pas grave. Je ne veux pas
vous refaire le calcul. La gauche n'a gouverné seule. La gauche et le centre n'ont gouverné seul qu'entre 92 et 96 et qu'entre 99 et 2001. Toutes les autres années, 2006, vous avez 2009. C'est un gouvernement de coalition où vous n'êtes pas majoritaire. La gauche seule. La gauche et le centre et la gauche seule. La gauche et le centre n'ont gouverné seuls que 6 ans. Si vous n'êtes pas content du système parlementaire, vous êtes amené. Le Likoud n'a pratiquement jamais gouverné seul. En fait, c'est le premier gouvernement de droite. Nous sommes à la 12e année du gouvernement de M. Netanyahu. Mais néanmoins, ce n'est pas important. Il faut absolument pas changer. Il faut laisser aujourd'hui la droite aller jusqu'au bout. Nous, ce que nous proposons à Echatid, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ce que nous proposons, d'un côté, c'est effectivement de permettre à l'armée de faire son travail, mais d'un autre côté, en parallèle, aussi de se séparer des Palestiniens. Il va falloir se séparer des Palestiniens. Pas parce qu'on les aime, pas parce qu'on veut leur donner. Moi, j'ai toujours été contre ce terme de rendre des territoires. On ne rend pas des territoires, on se débarrasse des Palestiniens. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vision des choses. Nous n'avons pas une vision poétique de la situation, nous avons une vision sécuritaire de la situation. Nous sommes favorables, et je le dis, à une initiative de type régional. Je ne fais aucune confiance ni à Abou Mazen ni aux dirigeants palestiniens. Par contre, je considère, je pense comme mon parti, qu'effectivement, il est possible aujourd'hui, vu les circonstances régionales, d'arriver à un accord qui serait soutenu à la fois par les pays sunnites, à la fois par l'Europe et à la fois par les États-Unis. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons un gouvernement qui a de bonnes relations avec personne. Même les États-Unis, nous sommes en train de perdre les États-Unis. Avant, il y avait un consensus sur Israël entre le Parti républicain et le Parti démocrate. Même ça, vous avez réussi à le gâcher. Quand je dis vous, bien évidemment, ce n'est pas vous, Benjamin, c'est votre Premier ministre. Vous avez réussi d'antisémitisme aussi. Mais non, ne soyez pas démagogue. Obama n'a aucune responsabilité. L'extrême gauche américaine n'a aucune responsabilité. Mais arrêtez avec l'extrême, avec vos fantasmes de l'extrême. Vous savez ce qui se passe sur les campus américains. Vous savez ce qui se passe sur les campus américains. Vous savez ce qui se passe dans les élites libérales américaines. Exactement. Moi, au jour le jour, je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Je finis. Je lutte au jour le jour et par tous les moyens que je peux contre le BDS. Je le fais et donc je sais exactement ce qui se passe. Seulement, vous êtes en train de donner des armes à nos plus grands ennemis parce qu'il faut une fois pour toutes régler ce problème. Et régler ce problème, ça veut dire reprendre l'initiative saoudienne et arriver à un accord de type régional. Je n'ai aucune confiance dans les Palestiniens. Je n'ai aucune confiance dans les directions palestiniennes. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec les Saoudiens, avec les Qataris, avec les Égyptiens, dont nous avons un gouvernement enfin qui est un peu correct, il y a moyen aujourd'hui d'arriver à un accord de type régional et que tout le monde fasse ses pressions sur les Palestiniens et sur nous aussi pour arriver à un accord qui soit un accord correct. Il faut se séparer une fois pour toutes de ces Palestiniens. Si je peux me permettre peut-être une question. Alors, Laurent Siget, qui représente le parti Echatid, donc l'ancien ministre des Finances Yair Lapid, vous dites se séparer des Palestiniens, et on sait qu'Yair Lapid est partisan d'aucun compromis concernant Jérusalem. Or, une grande partie des attentats de ces derniers temps ont eu lieu à Jérusalem et ont montré à quel point les deux populations étaient imbriquées à Jérusalem, dans la vieille ville notamment. De toute façon, sur le problème de Jérusalem, nous avons un vrai problème. Parce que faisons-nous lors des prochaines élections municipales si les 270 000 personnes vont aller voter? Nous allons nous retrouver peut-être avec un maire ou un vice-maire qui sera arabe. Votre parti ne prône pas la séparation à Jérusalem, au contraire. Mon parti, comme tous les partis de type sioniste du centre et de la gauche, disent qu'effectivement, nous ne sommes pas prêts à avoir un accord sur Jérusalem. Néanmoins, lors d'un accord de type régional, des accords sur ce qui s'appelle la ville sainte et les lieux saints on pourra arriver sur des accords sur les lieux saints. Tout le monde sait très bien quand même aujourd'hui, nous n'avons pas finalement, c'est le Waqf qui dirige Har Bayt. Ce n'est même pas le gouvernement israélien. Et la personne qui a donné les clés au Waqf en 67, je vous le rappelle, c'est Moshe Dayan. Alors, là-dessus, sur cette politique finalement que mène Netanyahou aujourd'hui, est-ce qu'il doit prendre une initiative effectivement pour mettre fin à toutes ces violences? Est-ce que c'est ça la clé de la situation de crise que vit Israël? La clé, pas depuis quelques années, depuis 100 ans de conflit, c'est que le monde arabe, et pas juste les Palestiniens, l'ensemble du monde arabe refuse de reconnaître la légitimité d'une présence juive sur la terre d'Israël. Ça commence là. Laissez-le finir. Ils reconnaissent. Pour les autres pays arabes de reconnaître l'État d'Israël. C'est faux. Ils reconnaissent de facto la présence d'Israël, mais pas la légitimité d'Israël. Alors, c'est vrai que Sisi apparemment on va voir. Apparemment, il a des tendances réformatrices. Il propose de réformer l'islam. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Si c'est vrai, c'est un énorme changement pour Sisi, le président égyptien. Si Sisi, effectivement, Al-Sisi, effectivement, veut
commencer à éduquer son peuple et le monde arabe dans cette direction, ce sera une très bonne nouvelle. En attendant, je suis très intéressé par les perspectives un peu impérialistes de M. Sigé, puisqu'il propose en gros de régler le problème palestinien sans les Palestiniens. C'est intéressant. Vous avez une difficulté de compréhension. Non, j'ai très bien compris. Vous faire un accord régionnaire, vous faire un accord avec tout le monde, avec le Qatar qui n'a rien à voir, le Qatar, mais pas avec les Palestiniens. C'est très intéressant, mais c'est eux qui vivent ici. Le Qatar finance le Hamas. Le Qatar est le financier du Hamas. Les Égyptiens peuvent aussi faire pression sur le Hamas parce qu'ils peuvent les fermer d'un autre côté. Il y a des moyens de pression qui existent aujourd'hui. Les Palestiniens reçoivent, la plupart de leur budget arrive de l'Europe, la plupart des budgets qui arrivent viennent du Qatar. Donc c'est pas qu'on a dit, on ne dit pas qu'il faut arriver à un accord sans les Palestiniens. Je dis que l'accord doit être global et régional avec des acteurs plus importants qu'un accord bilatéral. Refusent de reconnaître l'existence d'Israël. Ils refusent de reconnaître l'existence d'Israël. Le but des Palestiniens depuis le début, c'est de détruire Israël. C'est pas d'établir un État palestinien à côté d'Israël, même à la place d'Israël. En fait, ils s'en foutent complètement de ce qu'il y aura à la place d'Israël. Leur seul but, c'est de détruire Israël. C'est tout, c'est facile. Ils le disent. En plus, ils le disent. Vous êtes orientaliste ou membre du Likoud? Non, mais vous plaisantez. Non, je ne pas. Aujourd'hui, le président. Juste écoutez ce qu'ils disent. Mais c'est qui les Arabes? Il y a des pays arabes. Aujourd'hui, il y a des pays arabes qui sont prêts. Si l'Arabie Saoudite nous propose d'ouvrir leur espace, si l'Arabie Saoudite nous propose d'ouvrir leur espace aérien afin de nous permettre d'attaquer l'Iran parce que ça les arrange et qu'ils le disent publiquement à la télévision, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. Lorsque Al Jazeera a fait il n'y a pas longtemps un sondage sur leur chaîne et où ils ont demandé aux Arabes qui ont voté par SMS et par site internet, quel est pour vous le plus grand danger du monde arabe? Israël est arrivé qu'en 5e position. Arrêtez toujours de dire les Arabes. Les Arabes, ça n'existe pas. Ce n'est pas monolithique. Il n'y a pas les Juifs, il n'y a pas les Arabes. Il y a des gens qui veulent et il y a des gens qui ne veulent pas. On parle bien des Palestiniens, on parle pas des Palestiniens. Non, je parle du monde arabe dans sa globalité, du monde sunnite face au monde chiite. C'est un bloc ou c'est pas un bloc? Ce n'est pas un bloc. Ce n'est pas un bloc. En plus, il y a une légère contradiction à vos propos. D'un côté, vous dites nous sommes isolés de tout le monde, vous nous prouvez que maintenant on a très bonne relation avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, avec les pays, avec le Qatar. Nous avons le président de l'Inde qui pour la première fois va venir en Israël. Nous avons des relations avec le Japon qui se développent, avec la Chine. Vous voyez, on n'est pas exactement isolés. Au contraire, nous ne vivons pas en Asie du Sud-Est, nous vivons au Proche-Orient. Nous devons avoir des relations. En Europe non plus. Mais les États-Unis sont ceux qui vous financent. Alors vous devez les prendre en considération. Ce n'est pas ni le Japon ni la Chine qui financent le don de fer. C'est le budget américain. Alors, avant de critiquer les Américains, il faut d'abord être indépendant. Un mot droit pour finir. Peut-être sur la crise actuelle qui nous occupe et les relations entre Israël et Mahmoud Abbas. Et là, c'est une question que je pose à Binyamin Lashkar. Il y a un décalage très net entre ce que les services de sécurité, l'armée israélienne considèrent de l'action de Mahmoud Abbas, et là, il y a un consensus, semble-t-il, dans l'élite militaire du pays concernant le fait, à propos du fait que Mahmoud Abbas, manifestement, parce que c'est son intérêt, tente absolument de calmer le jeu, et ce qu'a dit à plusieurs reprises Benyamin Netanyahou et d'autres dirigeants du Likoud, comme quoi Mahmoud Abbas était un va-t-en-guerre et un pouce au crime. Personnellement, je avoue que je ne vois pas de contradiction. Il a vraiment poussé les gens à l'action, il a vraiment fait un discours, je vous rappelle, où il parlait des pieds impurs des juifs qui vont sur le mont du temps, enfin c'est comme des propos quasiment néo-nazis. Il veut vraiment... oui, excusez-moi, raciste, antisémite, profondément. C'est idiot, mais je vois pas le lien entre une citation idiote et néo-nazi. Je vois d'où vient. Bref. Et donc, il a vraiment incité les gens à passer à l'action, mais évidemment, lui, il ne veut pas de troisième intifada, il sait très bien qu'il a tout à perdre là-dedans, il veut juste créer une situation de tension permanente et de petits attentats, de faibles conflits qui nous gênent en permanence, mais il ne veut surtout pas que ça monte, c'est clair. Bon, en tout cas, responsabilité pour vous de Mahmoud Abbas. Merci Benyamin Lashkar, merci Laurent Sigé, merci Dror Even Sapir, Nouveau Journal, tout de suite avec Daniel Atlan.